Bon, la sanction peut être négative ou positive. Et tout est fonction de la manière dont vous avez géré la dynamique de mouvement. C'est-à-dire, il a été président de l'Assemblée nationale d'abord en 2009. Il fut d'être déchu, vous savez, à cette époque-là, suite à des questions d'ordre sécuritaire. Et aujourd'hui, je crois que c'est la même chose. Parce que, souvenez-vous, lors des sessions antérieures, M. Vital Kamerhe a fait des déclarations qui n'ont pas plu au commun des mortels congolais. Et je pense que les députés, ils étaient en vacances, et pendant leur période de vacances, ils ont eu le temps d'échanger avec la grande masse, c'est-à-dire avec la population, et je crois que chacun dans sa judiciaire est amené le souhait de la population. Si le souhait de la population, parce qu'on me dit qu'il y a 262 signatures en termes de pétitions, si et seulement si il y a 262 députés qui ont signé, alors que pour déchoir un président de l'Assemblée nationale, il faudra que le quorum soit autour de 3/4, c'est-à-dire sur les 480 députés, s'il y a déjà 350 se présentent comme étant des votants, et si vous faites déjà la proportion entre 350 et 262, vous verrez que on est déjà au-delà de 70% en ce qui concerne le quorum. Mais si on se réfère à l'effectif de 482 ou 483 députés ou 488, bon, c'est pas le plan parce qu'il n'y a pas eu des élections dans d'autres territoires de la République démocratique du Congo pour des raisons que vous connaissez liées à l'agression du régime rwandais de Paul Kagame. Donc, comprenez que même si on est à 500, déjà, 262, ça fait déjà l'unanimité parce que l'unanimité serait autour de 250 plus 1. Donc, je pense que moi, étant que politique, je ne fais qu'observer parce que la décision, dans ce cas d'espèce, je dirais, il s'agit d'un tribunal de paix. Parce que les gens qui cherchent à déchoir Kamerhe ne sont pas des communs des mortels comme moi. Ce sont des députés nationaux qui ont le mandat de la population et ils exigent et ils vont agir quant à ce. Donc, je pense que moi, étant que UDPS, je ne vois pas comment on peut m'impliquer, moi, citoyen de l'UDPS, que ce soit mon secrétaire général ou autre haut cadre de l'UDPS, parce qu'il s'agit d'un tribunal de paix. Étant que citoyen, je pense que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Papa Mbosso a été président de l'Assemblée nationale, tous on a vu comment Papa Mbosso évoluer en étroite relation avec le président de la République parce que dans les relations interinstitutionnelles, il faudra que tous nous puissions parler d'un langage. Mais lorsque le président de la République dit une chose et que M. Kamerhe cherche à faire l'ombrage au discours des chefs d'État, je pense que, à un certain moment, ce sont ces pairs députés qui ne sont pas contents. Et moi, j'ai un député que j'ai voté, à qui je lui ai adressé parole pour dire, je suis pas d'accord avec lui. Et si aujourd'hui ils agissent, je crois que c'est dans toute légalité, parce que le texte l'autorise. Et lorsqu'il a été voté, moi personnellement, je n'ai pas été associé. Donc c'est pour dire que moi, étant que UDPS, ce ne sont pas méchants. Non, non, il y aura pas de déstabilisation. Je crois qu'il y aura le départ d'un président de l'Assemblée nationale. Ça va rien déstabiliser parce que même les députés qui est à la base de cette pétition est de Walungu. Si et seulement si on doit tenir compte de la logique ethnique et des Walungu, il est de l'Est, il parle le Swahili comme M. Kamerhe. Et je pense que, comme on a toujours dit en management, l'homme indispensable n'existe pas. Alors ça profite au peuple. Si et seulement si les députés nationaux, déjà plus de 262, veulent à ce qu'il parte, c'est le peuple qui gagne. D'ailleurs, aussi Moukeni le disait, dans la fin de c'est le peuple qui gagne. Moi, je ne pense pas que c'est démesuré parce qu'il y a plus ou moins 3 ans qu'on s'est habitué déjà à dépasser le cap des 12-13 milliards. C'est ce qui est important parce que l'année qui prend fin ici, on avait voté les collectifs budgétaires au mois de. D'ailleurs, le collectif a fait grimper les budgets de 16 milliards à 17 milliards,2. Donc déjà, lorsqu'on est à 17 milliards,2 et suite aux efforts, entre autres, du gouvernement et principalement du ministre des Finances, M. Kamba, et je pense que il fait tellement bien son travail, il faut analyser qu'est-ce qu'il mijote comme réforme pour qu'on arrive à atteindre le 20 milliards. Moi, je suis économiste de formation. Je ne vois pas de péché si et seulement si on doit faire des projections qui vont au-delà de 20 milliards. Je ne vois pas de péché, personnellement. Je ne vois pas de péché si on doit aller au-delà de 20 milliards de dollars. Je ne vois pas comment moi je peux aller au-delà de 20 milliards. Non, non, je ne vois pas comment on peut voter un budget
qui vacille autour des 20 milliards de dollars. D'ailleurs, moi, si je réfléchis avec toi, vous verrez que on a sous-évalué les budgets parce que nous pouvons faire plus. Analysons les réformes mises en place par M. Fwamba pour dire que tout est possible. Tout est possible. D'ailleurs, il faut d'abord analyser en profondeur le budget de 20 milliards. Ce qu'il faut savoir est que dans l'enveloppe budgétaire, en termes de prévision des recettes, il faut d'abord scinder les budgets en deux. Il y a ce qu'on appelle la mobilisation interne. Là, c'est prévu autour de 12,5 milliards. Et la différence, qui vacille autour de 8 milliards, et c'est suite à l'apport extérieur. Alors, essayons d'analyser en tenant compte de cette réalité pour ce qui concerne la mobilisation interne. D'abord, vous savez, aujourd'hui, il y a la télédéclaration des taxes. C'est-à-dire, si vous arrivez, par exemple, le vendredi soir, le samedi ou le dimanche, vous avez la possibilité de déclarer vos taxes selon la période prévue. Vous pouvez le faire sur le net. Chose qui n'était pas opérationnelle. Et aujourd'hui, avec M. Fwamba, c'est opérationnel. Ça, c'est des points. Donc, ça permet déjà à tout le monde, celui qui s'estimait d'être en retard, de ne plus être en retard de déclaration. Deuxièmement, il y a maintenant la digitalisation. Par exemple, on peut aujourd'hui, avec l'arrivée des cartes d'identité, parce que le ministre des Finances est en train de mettre en place la réforme sur l'impôt sur le bénéfice des sociétés ainsi que l'impôt sur des personnes physiques. Alors, je crois qu'on fera un mariage entre la personne, sa carte d'identité et sa déclaration. Et aujourd'hui, comme la carte aura des données biométriques, comme le cas de permis de conduire, je crois que vous avez suivi les colonels Cantou et avec des données biométriques, on sait maintenant identifier la personne qui est en règle avec l'impôt ou pas. Et à la longue, à la longue, c'est déjà opérationnel parce qu'il y a le quitus fiscal. Avec le quitus fiscal, vous êtes opérateur économique, vous traitez avec l'État. Si et seulement si vous n'avez pas un quitus fiscal qui est valide, parce que la validité est de 6 mois, même l'État là ne saura pas payer votre facture. Même si vous êtes un expatrié, pour renouveler votre visa, vous devez avoir le quitus fiscal qui est opérationnel et puis valide. À part ça, avec le quitus fiscal, vous avez la possibilité de solliciter même le crédit parce que c'est ce qui justifie que vous êtes en règle avec le fisc. Donc, vous voyez que une réforme de 2003, monsieur Fwamba, il a mis en application. Donc, ça signifie que il y a déjà des fenêtres d'opportunité pour que nous puissions aller. Alors, il y a maintenant l'autre dossier qu'il faut retenir, il y a ce qu'on appelle la facture normalisée. Je peux faire un petit exercice avec toi. Si nous prenons les stations d'essence, nous regardons et que on positionne les devices qui permettent à ce qu'on puisse capter la TVA déjà à ces niveaux-là, si nous prenons tout simplement les unités mobiles, par exemple la moto et la voiture, dans l'ensemble de la RDC, nous comptons plus ou moins 6 millions de motos, dont 1 million à Kinshasa. Ce sont les prévisions qui me semblent exactes, parce qu'il y a une maison des sondages qu'il a publié ainsi avec des chiffres. Et tout ce qui concerne les véhicules, nous sommes autour de 8 millions de véhicules dans l'ensemble de la République démocratique du Congo. Alors, si une moto consomme le minimum de 3 litres par jour et un véhicule consomme un minimum de 7 litres par jour, si on fait des calculs pendant 365 jours, avec la TVA de 16%, je vous dis, c'est déjà plus de 4 milliards de dollars à collecter. Rien que pour les unités mobiles. Et ça demande assez que la facture normalisée devienne vraiment pérenne. Et je crois que avec l'accroissement démographique et les fenêtres d'opportunité, nous pouvons déjà avec les véhicules et les motos arriver déjà à mobiliser plus ou moins 5 milliards de dollars. Donc comprenez que M. Fwamba se positionne comme un génie des finances qui aujourd'hui nous amène à rêver et à aller même au-delà. Je crois que nous commençons avec des projections de 20,3 milliards et je suis sûr et certain, malgré la guerre, nous pouvons encore connaître un collectif budgétaire vers le mois de juin. Je crois que cette histoire, on est en train de trouver la solution, mais dans l'entretemps, regardons l'existant, c'est que nous comprenons. Le chef de l'État revient d'un voyage, dans un pays
à l'étranger, à plus de Kazakhstan, à plus de 15 heures d'ici de vol. Et je crois que le chef de l'État a fait un boulot où il a remis à la RDC ses droits miniers que des individus, qu'on ne peut pas citer les noms ici, brader ces minéraux. Donc, je pense que avec cette histoire des factures normalisées, digitalisation, là, nous sommes à l'interne. Mais si on doit regarder à l'externe, qu'est-ce qui est prévu à l'externe? Monsieur Fomba a amené le gouvernement à signer un accord de financement avec le Fonds monétaire international qui va situer autour de 2 milliards de dollars. Nous avions, dans les cadres de contrats chinois, parce qu'aujourd'hui, on a sanctuarisé les ressources de l'État qui proviennent des accords de joint venture. Ça fait partie des réformes. Aujourd'hui, vous ne pouvez jamais signer avec la République démocratique du Congo pour que les particuliers, comme c'était il y a 7 ans, le particulier puisse se servir de cette manne. Et aujourd'hui, tout est sanctuarisé. Et je pense que c'est clair. Donc là aussi, on a beaucoup de fenêtres d'opportunité. On va récupérer l'argent. Et je crois avec le contrat Citomine, on a le cas de plus ou moins 7 milliards de dollars. C'est séquestré, c'est séquencé à autant d'années. Mais chaque année, on a au moins l'enveloppe qui va situer autour de 600 à 700 millions de dollars. Et en dehors de ça, vous savez que la République démocratique du Congo compte au moins 22 ou 23 banques. Si vous allez dans les secteurs bancaires, et non, banques étrangères, non, il faut faire attention. Ce sont des banques détenues par des étrangers, mais qui ont la nationalité congolaise. Ces banques-là détiennent la nationalité congolaise, bien que le propriétaire sont des étrangers. C'est le cas de la Robank. Aoudi, il a la peau blanche, c'est un Indien d'origine, mais c'est un Congolais. Le cas de Raoji, d'ailleurs, c'est la banque qui est la plus fréquentée de toutes les banques. Si vous prenez les autres banques ici, aussi longtemps qu'il s'est créé dans le droit congolais, nous allons regarder en termes de revenus ce que ça peut. Et en termes de revenus, aujourd'hui, toutes ces banques commencent à faire des placements à l'étranger. Lorsqu'on fait les placements à l'étranger, aujourd'hui, la fiscalité s'exporte maintenant à l'étranger pour essayer de frapper aussi là-bas et récupérer ce qui revient à la République démocratique du Congo. C'est ainsi que j'ai souhaité aussi le ministre puisse analyser toutes ces entreprises qui évoluent dans les revolving, c'est-à-dire quoi? Dans un système d'endettement avec un effet boule de neige continu, alors qu'en réalité, c'est l'organisation d'une évasion fiscale qui fait que nous puissions perdre de l'argent. Donc, outre les banques, on peut aussi regarder des entreprises, surtout dans le monde des télécoms, où nous pouvons récupérer beaucoup d'argent. Donc, je pense que rêver tout autour de 20 milliards, non, ce n'est pas utopique parce que si on essaie de digitaliser maintenant tous les services de l'État, on essaie de digitaliser tous les services de l'État, rien qu'avec l'administration publique. Outre l'administration publique, prenons des secteurs agricoles. Je crois que j'ai un manuel qui parle aujourd'hui du marché de l'emploi. Dans les secteurs agricoles, il y a au moins 30 millions de personnes qui sont embauchées. Faisons encore un calcul banal. Supposons que tous ces gens-là qui sont embauchés dans les secteurs agricoles, que nous puissions maintenant utiliser la fiscalité appropriée, ou la moyenne de la taxe à payer annuellement serait tout autour des 100 dollars. Prenons 100 dollars fois 30 millions. Vous savez ce que ça représente? On est autour des 3 milliards de dollars américains à récupérer. Donc, ça signifie que on a tous les atouts possibles. Je suis très content du travail fait par le ministre des Finances, ainsi que tous ses collaborateurs, tous les membres du gouvernement, et Madame Souminois. Et je crois qu'ils sont dans l'imaginatif de voir que le Congo, c'est le grand pays de l'Afrique centrale. Et je crois aujourd'hui, d'ailleurs, si vous analysez notre produit intérieur brut, en 2018, le produit intérieur brut était tout autour de 47 milliards de dollars. Mais aujourd'hui, ce qui est projeté déjà dans les budgets, avec le taux d'inflation de 7,1%, ce qui est projeté déjà, nous sommes tout autour de 90 milliards. Je crois que bientôt, nous allons dépasser le Kenya. Nous allons dépasser le Kenya. Au mois d'avril de l'année passée,
On avait invité les 11 meilleures économies de l'Afrique. Nous étions 11e et c'était le Kenya qui était juste devant nous. Et je pense que d'ici l'année prochaine, on va dépasser le Kenya. Et lorsque la guerre finira, d'ici 3 ans, avec Félix Antoine Tshisekedi, je crois que nous serons parmi les 5 ou les 6 meilleures économies de l'Afrique. Donc, ce qu'il faut retenir est que le chef de l'État a ajouté un élément. Il a dit que nous puissions arrêter avec les dépenses de consommation automatique. Ça signifie quoi? Il faut maintenant orienter les budgets vers des dépenses intelligentes. C'est-à-dire quoi? Là, il faut construire des routes, il faut construire des routes. C'est parce que c'est dans les routes que les 30 millions de Congolais qui sont dans les secteurs agricoles auront la possibilité d'évacuer leur production. Et puis, sur base de la production qui serait évacuée, nous allons maintenant développer l'économie inclusive. Et en ces moments-là, avec les développements de secteurs en termes de territoires tels que les Grands Kasaï, parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir est que si on regarde notre territorial, c'est en forme de l'arc. Les provinces qui sont à l'intérieur, ce sont des provinces qui bloquent le développement de la République démocratique du Congo. Il y a l'espace Grand Équateur, Grand Bandundu et le Grand Kasaï. Mais aujourd'hui, avec l'accès sur l'océan Atlantique via Kalambambouji et la connectivité entre le Kasaï oriental et le secteur de Nguba dans les Lualaba, ça évolue déjà parce qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes à Funguru, mais vous savez prendre le bus jusqu'à Bukam, chose qui n'était pas possible. On prenait les trains qui faisaient 3 jours, ou soit on prenait la moto pour aller ramasser pour aller ramasser les cobas. Ça signifie quoi? Vous allez faire des chutes et des chutes, mais aujourd'hui, bientôt, Moulikap va commencer maintenant à faire Olomani, là où il y a Bukama, Kabongo et consorts. Donc je crois que là où nous allons, déjà l'espace Grand Kasaï et une partie du Grand Katanga, dans le Haut Lomami, c'est plus ou moins